Bienvenue à ceux qui ont saisi l'opportunité pour nous rejoindre du coup. Je disais qu'aujourd'hui, on allait parler de territoire et d'innovation et s'intéresser à la manière dont l'innovation pouvait contribuer à la transformation des territoires et à l'adoption de nouveaux modèles, tant sur un point de vue écologique, que social, que démocratique, et à la fin de faire un petit focus du coup sur la place du numérique et des data dans cette bascule. Donc, du coup, moi, j'ai la chance pour approfondir le sujet d'être accompagnée de trois intervenants de qualité que je vais présenter brièvement avant de leur laisser la parole. Et donc, les personnes que vous avez la chance de voir à l'écran en ce moment, nous avons Marius Drigny, du coup, qui a mené un parcours dans l'innovation et qui est notamment originaire d'une région rurale en Côte d'Or. Et il a fondé l'initiative Villageois. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui forme des tournées itinérantes rassemblant à la fois des commerçants, des services publics et des animations qui passent à travers les communes où il n'y a plus d'activité de proximité. Je laisserai Marius en dire un petit peu plus tout à l'heure. Nous avons également du coup Hélène Duval. Bonjour Hélène, donc, qui est directrice territoriale Rennes Métropole et directrice numérique chez Enedis. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Enedis, que vous devez toutes et tous connaître. Et enfin, Mani Comfort, qui est directeur du PETR, donc PETR pour Pôle d'équilibre territorial et rural, du pays Val-de-Loire-Nivernais. Donc, merci beaucoup à tous les trois de vous joindre à nous pour cette table ronde. Moi, je pense que j'ai assez parlé. Donc, je propose que l'on démarre sans plus attendre la discussion et de vous laisser la parole du coup à tous les trois. Je propose à chacun du coup de se présenter un peu plus en détail que ce que j'ai pu donner en introduction et surtout de dire quelques mots sur le territoire sur lequel vous avez la chance d'opérer et sur peut-être les nouvelles dynamiques, les nouveaux défis qui ont émergé sur vos territoires respectifs. Donc, je vais proposer d'inaugurer la table en donnant, alors pas la parole aux femmes pour une fois, mais la parole à la toute jeunesse qui est représentée par Marius de 23 ans. Et du coup, je te laisse inaugurer cette table ronde. C'est à toi, Gentil, Marius. Karine, merci. Donc oui, donc je m'appelle Marius Drini. Karine vous a un peu parlé de la Villageois. Donc la Villageois, c'est donc une initiative de tournée que l'on a fait une première fois cet été en Côte d'Or, dans ma région natale, en Haute-Côte d'Or. Et désormais, on est en dialogue avec une variété d'autres territoires en France pour organiser et pérenniser ces tournées-là, avec notamment un focus dans la région Bourgogne-Franche-Comté, et notamment dans le territoire du PETR Val-de-Loire-Nivernais de Magny. Il y a aussi d'autres territoires à travers la France, notamment dans le sud-ouest et en Normandie, avec qui on échange. Et je dirais qu'en général, notre périmètre d'action est surtout sur les territoires ruraux qui ne sont pas vraiment la ruralité périphérique, mais vraiment la ruralité un peu plus profonde, dans les petites communes qui font face à des enjeux de revitalisation, mais aussi de développement du numérique et de la couverture. Ok, super. Merci beaucoup, du coup, Marius, pour cette petite introduction. Hélène, peut-être, c'est ce que tu veux. Donc, effectivement, tu m'as présenté. Donc, je travaille chez Enedis. Je suis directrice territoriale sur le territoire de Rennes Métropole et directrice numérique sur le périmètre de la Bretagne. Côté Enedis, on a engagé, comme toute entreprise, notre transformation, à la fois la transformation numérique, mais aussi notre transformation managériale. Alors, numérique, on sait bien, notre lab est notamment implanté au School Lab, et notre transformation aussi managériale et dans nos modes de fonctionnement, puisque notre nouveau projet industriel a été mené cette année en associant plus de 20 000 personnes à ce projet-là, avec pour ambition de devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Et puis, je rajouterai juste, parce que je ne vais pas décliner Enedis, je pense qu'effectivement, beaucoup autour du téléphone nous connaissent, comment j'ai une autre casquette que j'activerai aussi en fonction des questions. Je suis vice-présidente du conseil de développement de Rennes Métropole. Donc, j'activerai aussi cette casquette-là dans les réponses que j'apporterai. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Du coup, je pense que justement, ton double regard va être hyper intéressant pour cette conférence. Mani, c'est à toi. Alors bonjour, je m'appelle Manny Camfort et donc je suis directeur du Pays Val-de-Loire-Nivernais. Alors le Pays Val-de-Loire-Nivernais, pour que vous sachiez un petit peu où c'est un territoire le long de la Loire, mais pas la Loire des châteaux qu'on a tendance à connaître, mais une Loire plus en amont, une Loire un petit peu moins connue et qui comprend notamment la ville de Nevers, pour ceux qui connaissent, dans le département de la Nièvre. Donc le département de la Nièvre et le Val-de-Loire-Nivernais, c'est un territoire qui est situé sur ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire un territoire qui a eu ses années fastes et qui, depuis les années 80,
a connu une certaine déprise, une déprise d'attractivité, une déprise de population, et qui donc aujourd'hui tente un petit peu d'inverser la tendance par tout un biais de politique publique. Et puis peut-être aussi pour rajouter que les pays, ce n'est pas forcément des structures qui sont très connues, mais en gros, ce sont des structures où les intercommunalités du milieu rural se regroupent pour d'abord mettre leurs moyens en commun, et puis pour peser davantage, parce qu'effectivement, une ville comme Nevers qui fait 35 000 habitants, elle n'a pas tout à fait les mêmes moyens de peser par rapport à, par exemple, Rennes Métropole, Nantes Métropole. Donc l'idée, c'est vraiment de se regrouper, d'augmenter un petit peu en capacité, et après de peser auprès des décideurs, que ce soit les départements, la région, l'État, l'Europe, pour vraiment pouvoir mettre en place des politiques publiques. Ok, hyper clair. Merci beaucoup, Mani. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de territoire ces derniers temps, notamment dans le plan de relance économique. C'est vrai que le gouvernement a beaucoup insisté sur le rôle clé que les territoires avaient à jouer du coup, dans la redynamisation de notre économie et peut-être dans la création de nouveaux modèles de société. Est-ce que sur vos territoires respectifs, qui sont du coup d'échelle et de nature très variées, vous avez ressenti en effet qu'il y avait ces derniers temps l'émergence de nouvelles thématiques, de nouvelles dynamiques qui poussaient à croire que justement, c'était l'heure des territoires et que dans les plans de décentralisation, du coup, on était peut-être à un moment vraiment de convergence et d'alignement des planètes. Oui, comment on rebondit, c'est ça? Comment on souhaite? Ouais. Côté Rennes Métropole, alors, partout, le numérique bouleverse les villes. Les géants du numérique, on les voit de plus en plus s'approprier l'aménagement urbain, qui était plutôt dévolu aux territoires, aux collectivités. Et Rennes Métropole, comme d'autres territoires, j'imagine, souhaitent se réinventer pour pouvoir peser et garder une certaine maîtrise de leur territoire. Rennes Métropole aime souvent à citer Waze comme exemple de ce service qui est plébiscité par un certain nombre dans un intérêt individuel. Mais par contre, quand on regarde sur l'intérêt collectif, faire passer du flux dans des infrastructures qui ne sont pas faites pour, interroge sur l'intérêt collectif. Je pense que Rennes Métropole a eu conscience aussi que la légitimité de ces géants du numérique, elle s'appuyait notamment sur leur capacité à gérer de la donnée de façon massive, à la traiter. Et fort de ce constat, Rennes Métropole a souhaité aussi s'investir, monter en puissance sur la question de la donnée, mais pas le faire seul. Elle s'est dit aussi qu'il fallait s'associer aux différents acteurs qui font fonctionner les territoires pour pouvoir le faire, croiser les données et proposer des nouveaux services aux citoyens. Et en fait, dans cette dynamique-là, Rennes Métropole a ouvert ses données en 2010. En 2016, a commencé à se questionner autour de ce qu'elle appelait le service public métropolitain de la donnée, à savoir quel est le rôle d'une collectivité, quelle gouvernance autour de la donnée territoriale, quelle est la place des acteurs privés sur le sujet, quel est le rôle d'une collectivité, est-ce que c'est tiers de confiance, est-ce que c'est d'autres. Et puis en 2019, il y a encore une étape qui s'est passée en associant pleinement le citoyen, en disant que tous ces nouveaux services qui devaient émaner du numérique, c'était pour proposer des nouveaux services au public, aux citoyens qui sont de plus en plus exigeants. Et donc, il y a le projet Rudy qui met vraiment le citoyen au cœur de cette plateforme de données territoriales. Ok, super. Parce que je retiens, Hélène, de ce premier témoignage, en fait, il y a deux principales on va dire, tendances. La première, du coup, c'est l'émergence de nouvelles formes de partenariats entre les collectivités, des entreprises publiques, la société civile. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que, du coup, ces collaborations se mettent en place. Et deuxièmement, du coup, l'essor du numérique. Et le rôle du coup de l'open data et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça pour créer du coup de nouveaux services. Si je fais une petite focale du coup sur la première partie qui est sur l'émergence en fait des nouvelles modalités de partenariat public-privé citoyen, est-ce que du coup dans les territoires ruraux, donc là je m'adresse à Marius et à Mani, est-ce que vous voyez également du coup ces nouvelles formes de collaboration émerger et si oui, sous quelle forme? Si tu veux bien, Mani, je vais peut-être répondre en premier, puis tu pourras dire ensuite. Moi, j'ai vraiment le point de vue du porteur de projet, donc j'occupe une place dans les membres que tu as mentionnés autour de la table, qui est celle du porteur de projet, qui est celle de la personne qui arrive, entre guillemets, avec une idée. Et je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec Hélène que le futur se situe au niveau du multipartenariat et que la plupart des institutions vont dans le sens à s'ouvrir, même si du point de vue d'un porteur de projet très pragmatique, il y a toujours un petit lag entre la prise de conscience, l'annonce et ensuite la réalité de terrain qu'on va trouver. Et dans ce sens-là, je pense que en fait, ça peut aboutir à une cristallisation autour du citoyen dans le sens où
de plus en plus, c'est les citoyens qui vont être à l'origine des projets, que ce soit des individus ou des collectifs. Et en fait, le rôle des territoires ou des grandes entreprises comme Enedis, ce n'est pas de mener le projet de manière endogène, mais c'est plus d'offrir le dispositif aux gens du territoire pour mener le projet à bien. Et c'est les gens du territoire qui vont décider s'il y a un besoin, ceux qui vont évaluer le besoin par rapport à leur pairs et par rapport à une réalité de terrain. Et ça, c'est une dynamique qu'on commence à observer de plus en plus concrètement un peu partout. Donc plutôt les partenaires comme facilitateurs, mais les citoyens du coup comme acteurs principaux. Oui, mais les partenaires ils sont quand même pour beaucoup dans la réussite parce qu'il y a de l'ingénierie, ils ouvrent des portes, ils aident à solidifier les projets, mais en effet, les initiatives viennent plutôt du terrain. Ok. Mani, des réactions du coup par rapport à ça? Je dirais qu'on a au Pays Val de Marne-Nivernais une spécificité sur ce partenariat public-privé, enfin acteur public, acteur privé, qui est de longue date. Hélène disait qu'elle était membre du conseil de développement sur son territoire. Nous, il se trouve effectivement aussi qu'on a un conseil de développement. Alors, un conseil de développement, c'est censé être un petit conseil économique et social environnemental, on va dire, à l'échelle locale. Et généralement, il a la place que les élus veulent bien lui donner. Chez nous, c'est un petit peu différent depuis l'origine, parce que chez nous, les élus, dès le début des années 2000, les élus ont souhaité donner une vraie place à cette société civile, à ces acteurs privés, en lui confiant le portage, vraiment le portage de la politique du pays. C'est-à-dire que ce n'est pas les élus qui sont à la manœuvre au niveau du pays, c'est vraiment la société civile. Les élus sont aussi là, mais c'est vraiment la société civile qui est force de proposition. Et pendant des années, par exemple, le président, ça a été un chef d'entreprise, donc quelqu'un qui n'était pas du tout élu, qui n'avait aucune fonction élective, qui n'était pas impliqué, j'ai envie de dire, dans la politique et dans les différentes fonctions que peuvent être celles d'un élu, mais qui était là vraiment pour faire avancer les choses, pour faire avancer le territoire. Donc nous, déjà, on a eu cette spécificité qui se continue aujourd'hui. Et puis, on constate une multiplication aussi de ce type d'initiative. Par exemple, l'État a initié il y a en 2018-2019 un dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie. Je prends un exemple de reconquête industrielle parce que c'est aussi un enjeu sur certains territoires. Et la spécificité de ce dispositif, c'est vraiment d'avoir un binôme élu-industriel et une vraie stratégie co-construite par les industriels et par le privé. L'idée, ce n'est pas que le privé soit un supplément d'âme ou, j'ai envie de dire, une caution pour dire on a consulté des partenaires extérieurs, mais vraiment co-construisent le travail. Et donc, il y a un vrai binôme. Là, en l'occurrence, à l'échelle de notre territoire, c'est le maire de Nevers et un industriel d'une grosse entreprise du territoire qui sont vraiment à la manœuvre. Et l'idée, c'est vraiment de faire remonter les besoins des privés. D'accord, ok, très clair. On voit en ce moment, il y a pas mal de débats, notamment autour de la Convention citoyenne. Bon, je pense qu'on est un peu en plein cœur du sujet, où justement il y a une plus grande visibilité et place peut-être qui est donnée du coup à la voix citoyenne. On voit quand même que c'est pas toujours facile. Il y a notamment la question de la transparence, de la confiance. Donc, vous posiez la question tout à l'heure de qui joue ce tiers de confiance, justement. Est-ce que justement vous voyez depuis ces dernières années un peu des nouveaux modes en fait d'implication des citoyens? Donc vous avez déjà un historique de longue date depuis les années 2000 sur la manière dont vous pouvez interagir avec eux, mais est-ce qu'avec cette mouvance là qu'on voit de plus en plus et notamment qui est facilitée par les moyens digitaux, l'implication en fait des citoyens prend des nouvelles formes? Est-ce que Hélène, par exemple sur Rennes, tu vois du coup des nouvelles modalités d'implication et quels sont les facteurs clés de succès pour pouvoir impliquer les citoyens en tout état de confiance? Oui, alors je vais répondre en toute humilité, puis avec moi, ma posture Enedis ou Codep et pas Rennes Métropole. Des nouveaux modes, oui, c'est certain. Après, je trouve qu'il y a un peu un paradoxe entre des citoyens qui sont qui sont habitués à donner leur avis sur beaucoup de choses, voilà, réseaux sociaux, enquêtes, aussi dans leur entreprise, sur l'intelligence collective par exemple. Certains vont vouloir être acteurs de l'aménagement du territoire, notamment en contribuant à financer, par exemple, la production renouvelable. Et à côté de ça, on a beaucoup de mal à les intéresser à certains sujets. Comment il veut s'exprimer, mais il ne veut pas forcément s'exprimer sur tout. Donc, il y a des choses, la façon dont il est consulté, effectivement, doit être revue, et puis les choses avancent. Mais c'est vrai qu'on a cette difficulté d'aller intéresser au-delà des personnes qui sont déjà intéressées, voire militantes sur le sujet. Alors, c'est vrai que les instances représentatives, collectives, voilà, notamment société civile comme le CODEF, peut
permettre en fait de faire une cascade et d'aller les toucher. Mais là aussi, la façon dont travailler avec ces différents acteurs doit évoluer. On doit vraiment être sur la co-construction. Le chemin se fait, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et je pense notamment, par exemple, au OA, avec ma casquette Codev, on voit bien que les membres ont du mal à se mobiliser sur des sujets, par exemple, d'avis sur des politiques publiques. Voilà, donner un avis sur le PLUI, c'est plus de l'expertise que de l'usage. Ça va moins les motiver que d'aller sur les questions des transitions, de l'urgence climatique, de l'inclusion, par exemple. Donc, il y a des nouvelles formes qui se mettent en place, des tirages au sort, des choses comme ça. Mais il y a quand même, moi, je trouve en tout cas à notre niveau, une difficulté à aller dans la diversité, dans la représentativité des différents acteurs. Et donc, on a un biais à l'issue de ce qu'on peut travailler en fonction des personnes en fait, qui sont sollicitées et qui participent. Mais je pense qu'il y a un vrai virage qui est en train d'être pris de la consultation à la co-construction, mais je pense qu'on en est encore au début du chemin. Merci beaucoup Hélène. Mani, Marius, est-ce que vous constatez du coup les mêmes difficultés? Donc j'en ai noté 2 principalement, donc un biais de représentativité parce que peut-être qu'on voit souvent les mêmes personnes du coup proposer leur avis au détriment peut-être d'autres populations qui ont plus de difficultés du coup à faire exprimer leur voix. Et le deuxième sur le choix des thématiques où c'est peut-être plus facile d'intéresser les citoyens sur certaines thématiques plus que d'autres. Oui, je peux corroborer ce que dit Hélène, c'est-à-dire que on va dire la limite des conseils de développement, c'est que c'est quand même un aspect un peu institutionnel. Il faut réussir à intéresser des personnes pour qu'elles y viennent et qu'elles acceptent d'y siéger. Et souvent, la société civile, quand on est dans la société civile, on est acteur économique, on peut être acteur associatif, on peut avoir diverses fonctions. Et on vient surtout parce qu'on est intéressé par un sujet en particulier. Et c'est difficile, effectivement, d'intéresser ces personnes à donner leur avis ou à co-construire, puisque nous, on est quand même dans la construction, sur d'autres thématiques. Et parfois, des thématiques un peu techniques, un peu complexes, c'est pas facile. Vraiment, alors il y en a qui y arrivent et qui dépassent un petit peu leur intérêt initial pour aller sur d'autres sujets et s'y intéressent et se prennent au jeu et vraiment deviennent de vrais acteurs du conseil de développement. D'autres qui décrochent. Après, on essaie aussi sur le territoire d'initier d'autres types d'actions et on peut peut-être toucher davantage la population en général sur des sujets peut-être un peu plus locaux et un peu plus transversaux. Je pense par exemple à tout ce qui est revitalisation des bourgs-centres, puisque nous, on a des communes de 2000, 3000, 4000 habitants qui ont un petit peu périclité avec le temps parce qu'on est quand même un territoire, comme je le disais, en déprise démographique. Et donc, là, l'une de nos pièces maîtresses pour revitaliser le territoire et regagner en attractivité, c'est d'engager de vastes opérations de revitalisation centre-bourg. Et donc là, il y a tout un volet de réflexion. Comment on imagine le village du futur ou la ville du futur? Et sur ces thématiques-là, on peut beaucoup plus facilement, à l'échelle d'une ville de 2000, 3000, 4000 habitants, faire intervenir les citoyens et en plus, ça les touche parce que c'est chez eux. Et c'est des thématiques vraiment, j'ai envie de dire, du quotidien. Et donc là, on peut davantage élargir, j'ai envie de dire, notre panel d'acteurs privés. Sur des organes comme le Conseil de développement qui sont un peu plus sur de la stratégie un peu globale, c'est un peu plus compliqué. Marius, toi qui étais sur un projet pour le coup très concret, très tangible du coup par les citoyens, j'imagine que ça a été peut-être plus facile entre guillemets pour toi du coup de les embarquer, de les sensibiliser. Comment est-ce que tu es allé du coup au devant des citoyens et comment tu as fait en sorte vraiment de les impliquer dans la démarche pour pas qu'ils soient simplement bénéficiaires des services que tu leur as apportés, mais vraiment co-constructeurs comme Hélène le disait? L'idée, c'est que l'idée, ça a été à la fois que nous, on fasse ce travail-là, mais qu'on oblige les élus de la commune à le faire. Et c'est vrai qu'on a parfois eu affaire à des élus, j'ai envie de dire, ancienne génération, qui n'étaient pas du tout sur ce mode opératoire-là. Pour eux, je ne vais pas vous dire que c'était la politique à l'ancienne, mais c'était un peu ça, c'était les élus décident et puis le reste suit. Et donc, on les a obligés à vraiment intégrer dans leur démarche, quitte à faire appel aussi à des spécialistes du sujet. Ça arrive, on a des cabinets qui sont spécialistes pour la participation citoyenne, à vraiment intégrer ça dans leur projet et à faire après des ateliers avec des citoyens. Alors, ça peut être des ateliers sur les marchés, ça peut être des réunions qu'on organise spécifiquement sur la situation. L'idée, c'est vraiment d'adapter la démarche à la commune et à sa façon de fonctionner, à la façon dont les citoyens interagissent, et de créer l'événement ou d'aller sur l'événement où on peut les toucher, où on peut les faire participer. C'est vraiment, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de modèle unique. C'est vraiment, on essaie de trouver ce qui peut marcher.
Et bon, nous, la démarche, elle commence un petit peu sur notre territoire, mais il y a eu notre territoire voisin qui était un petit peu plus en avance sur nous, a vraiment beaucoup travaillé sur ce côté-là, et ça a donné ce qu'on appelle les villages du futur. Et par rapport à ça, je corrobore tout à fait ce qui est dit. Moi, je vais en effet peut-être en amener un élément un peu plus concret, mais c'est vrai qu'on voit les limites des méthodes de consultation classiques comme les grands débats ou les ateliers. Et nous, en fait, enfin, le sentiment quand on ramenait des services et des commerces dans des villages, vraiment des petits villages assez enclavés, c'était un peu le sentiment, c'est toujours les mêmes qui y vont. Slash, c'est toujours les mêmes qui répondent aux études. Et en fait, il y a des gens dans les villages, quand vous leur demandez, même sur des sujets du quotidien locaux qui peuvent paraître faciles, par exemple, quel service, quel commerce il faudrait voir dans leur village, c'est en fait très difficile d'obtenir des réponses locales de but en blanc, parce qu'il y a une certaine forme de renoncement, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus trop d'activités de proximité qui s'y passent. Donc, la co-construction, en fait, moi, j'en ai un point de vue très rural profond. Mais c'est l'idée qu'en fait, il faut arriver à créer un cadre pour les citoyens qui n'est pas susceptible de créer de l'autocensure et qui va être en rapport avec les expériences qu'ils connaissent déjà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on recrée l'animation de la place du village en mettant des prototypes de services et de commerce. Et une fois que les gens, ils ont eu affaire à ces animations-là, à ces services-là, on leur demande ce qu'ils en ont pensé. Mais le but, c'est de recréer le cadre qu'ils connaissent de la fête du village ou de l'animation et non pas de les mettre peut-être dans un conseil un peu plus structuré, un peu plus, enfin, un peu plus on va dire, institutionnel, qui peut parfois poser des barrières. Donc nous, le moyen d'atteindre les gens directement, parfois, en fait, c'est là la différence entre la consultation et la co-construction. C'est peut-être parfois juste leur proposer des choses, être dans des itérations très concrètes, très rapides, et en fait, juste regarder ce que ça donne. Juste regarder comment les gens s'en servent, regarder comment ils réagissent, et ensuite les interroger une fois qu'on les a un peu, entre guillemets, accrochés grâce à ça. Et je rejoins Maïs sur le fait que c'est quand même des démarches qui sont plus faciles à faire sur des sujets du quotidien et des sujets locaux. Mais peut-être à nous de développer la capacité d'étendre, une fois qu'on a, entre guillemets, accroché l'attention et aussi l'inspiration des gens, parce qu'en fait, ça leur donne de l'inspiration de leur montrer des choses. Et après, ils rebondissent, ils critiquent, etc. Et à nous, peut-être, d'essayer d'être acteurs de cette transformation vers des sujets qu'on a du mal à amener d'habitude. Mm. Tu viens de parler, Marius, dans ton exemple assez concret de prototypage, d'itération. Et en courte introduction, du coup, on a précisé que tu avais un parcours dans l'innovation. En quoi, justement, toutes ces méthodologies en fait, d'innovation t'ont permis, toi, de réinventer à ton échelle, du coup, ces modes de consultation, concertation vers justement la co-construction. Et qu'est-ce qui, dans ces méthodes d'innovation, vraiment t'a permis d'atteindre des résultats voilà, concrets, tangibles, dans peut-être une temporalité très rapide, notamment au regard parfois des boucles de décision publique. Hmm. Ça, c'est un point qui peut paraître un peu ambivalent au début, parce que quand on pense aux méthodologies d'innovation, on pense au conseil d'innovation, on pense à quelque chose finalement d'assez urbain, qui est pas né dans les villages, loin de là. Donc nous, c'était un peu notre challenge d'amener cette double culture-là, notre culture un peu start-up, itération et cette culture rurale. Et en fait, je pense que pour nous, je ne dis pas que ce sera dans tous les cas, mais vraiment, si tu poses la question pour nous, la réponse, elle est plutôt dans en fait un retour aux fondamentaux des méthodologies d'innovation, c'est-à-dire deux qualités en fait qu'on se doit d'avoir en réalité, qui sont la frugalité, c'est-à-dire être capable de faire beaucoup et rapidement avec pas forcément le plus de ressources, et d'être capable d'aller chercher les ressources là où ils le sont, qui ne sont pas forcément des ressources financières, mais des gens qui participent, qui donnent de leur temps, etc. Et deuxième qualité, le pragmatisme, parce qu'en réalité, si on n'est pas capable de concrétiser rapidement quelque chose, ça finit par se perdre vis-à-vis des élus, vis-à-vis des habitants. Et donc, quand j'ai un retour aux fondamentaux des méthodologies d'innovation, bah nous, par exemple, c'est vraiment, on met un commerce et on regarde si, avec itération A ou itération B, laquelle fait le plus de chiffre d'affaires. On regarde un service public avec le moyen de le faire A, le moyen de le faire B, quel va être l'impact sur les bénéficiaires. Et ça, en fait, c'est un peu se détacher du jargon de l'innovation qui s'est peut-être développé au fil du temps, d'avoir quelque chose de plus universel qui est compréhensible par les habitants, par les élus, par des commerçants, par des agents de service public. Donc je pense qu'en fait, ces méthodes d'innovation sont utiles, mais il y a un double chemin à faire. Il y a d'un côté, bien sûr, ces territoires-là qui doivent aller vers ces méthodes pour itérer rapidement et débloquer tout leur potentiel, mais il y a aussi ces méthodes-là qui doivent peut-être déblayer un jargon et apprendre à l'adapter à des contextes locaux qui sont systématiquement uniques. Très clair, ouais. Il y avait aussi l'enjeu, Mani, tu en parlais du coup de peut-être de sensibilisation et de formation
des équipes, en tout cas d'élus, à ces nouvelles méthodologies-là parce qu'ils ne sont pas forcément habitués. Et même si on arrive à enlever, on va dire, tout le côté jargon Startup Nation, du coup, de toutes ces méthodologies-là, ça peut rester quand même assez nouveau pour certaines parties prenantes. Donc, quel est l'accompagnement nécessaire pour les équipes du coup d'élus pour qu'elles puissent s'approprier pleinement ces nouvelles méthodologies-là? Déjà, il faut effectivement rappeler que les élus, oui, ont du mal à, on va dire, entre guillemets, donner une part du pouvoir à la société civile au privé, parce que leur conception, c'est nous qui avons été élus, on a été élus pour prendre des décisions, donc c'est à nous de les prendre, et à nous seuls, entre guillemets. C'est pas uniquement une envie de garder, entre guillemets, du pouvoir, mais c'est aussi une idée c'est moi qui ai cette responsabilité-là, donc je vais pas voilà, c'est à moi de l'exercer, je dois me montrer comme responsable et je dois l'exercer. Donc, à partir de là, il faut essayer de leur montrer tout ce que ça va leur apporter. Et typiquement, je peux prendre l'exemple d'une petite commune où le maire, qui ne s'est pas représenté aux élections, donc il n'est plus maire aujourd'hui, mais c'est lui qui a lancé le processus. Au départ, déjà, n'avait pas du tout la vision de mener une démarche globale sur la revitalisation de son centre-bourg. Au départ, ils nous avaient juste contacté pour revoir le plan de circulation de sa rue principale. On était très loin d'une démarche globale de revitalisation centre-bourg. On était très loin aussi de faire appel à toutes les forces vives du territoire. Et de fil en aiguille, en discutant avec lui, en le convainquant, en faisant aussi appel, parce que c'est aussi un jeu de relations humaines. Donc, en faisant appel à certains de ses adjoints dont on savait qu'il avait un peu d'influence auprès de lui, on a essayé de lui expliquer en quoi tout l'intérêt qu'il y aurait à faire appel à la participation citoyenne, à l'association des commerçants pour ce petit village. Et de fil en aiguille, ça a été un jeu plus de conviction, de persuasion, davantage qu'une formation. C'est vraiment lui expliquer en quoi ça va aller dans le sens de l'intérêt du projet de faire participer les partenaires privés. D'accord, donc c'est plutôt une stratégie d'influence parce que tu parlais tout à l'heure du terme d'obliger. On peut. Alors, il y a d'autres. Dans certaines démarches, il y a l'obligation. Je pense par exemple je parlais de territoire d'industrie parce que j'en parle parce que j'étais dessus ce matin. Et c'est l'État qui a obligé à ce qu'il y ait un vrai duo élu industriel. Dans certains dispositifs, on oblige. On passe par cette case un peu obligation parce que c'est la seule façon de faire en sorte qu'on puisse mettre les privés dans la boucle. Il y a d'autres dispositifs où c'est plus nous qui sommes vraiment dans une phase de persuasion. Et on va dire qu'à 99% quand même, on réussit parce que en même temps, parfois ça prend du temps, hein, mais on prend le temps qu'il faut pour vraiment avoir cette implication du privé. Super. Hélène, est-ce que toi, avec tes doubles casquettes, du coup, à la fois privée, à la fois, du coup, aussi dans la ville, est-ce que tu vois, du coup, l'innovation, en tout cas, prendre une place croissante et quels sont, du coup, les facteurs clés de succès pour que les uns les autres arrivent à converger sur un même langage? Oui, tout à fait. Donc, oui, moi, je suis convaincue. Et en fait, dans les méthodes d'innovation, il y a un principe qui est de mettre l'utilisateur au cœur, de partir du terrain. Nous, côté Enedis, c'est vraiment notre leitmotiv côté notre transformation numérique. Et moi, je vais citer deux exemples qui montrent comment mettre vraiment l'innovation au cœur de ces dynamiques et crée de la valeur. Le premier exemple que je vais prendre, donc les deux, c'est Casquette et Enedis. Le premier exemple que je vais prendre, c'est tout le travail qu'on fait avec le réseau des Fab Labs Rennais. Ça fait 2 ans en fait qu'on organise des marathons créatifs autour de la donnée énergétique. Et en fait, moi, je suis à chaque fois scotchée de ce qu'il en sort. Donc, c'est c'est l'écosystème des makers qui y participent. Et je rebondis sur ce que disait Marius sur la simplicité. C'est à un moment donné, quand on part du besoin de l'utilisateur, voilà, on arrive sur des choses qui sont simples, qui sont efficaces, beaucoup plus que quand nous, on imagine des choses où on part dans une complexité, on est convaincu qu'on peut aller très loin en termes d'innovation sur telle ou telle chose, mais finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on attend l'utilisateur. Et ces marathons créatifs, je vais citer deux exemples de ce qui en est sorti. L'année dernière, en fait, on a prototypé un objet qui change de couleur en fonction de la production renouvelable sur site. Et on va l'implanter, en fait, auprès des habitants de Saint-Nicolas-des-Glénans, donc qui est une île qu'on dit 100% renouvelable à horizon 2021, fin 2021, qui permettra en fait aux habitants de savoir quand il y a de la production renouvelable et
pour les inciter à consommer à ce moment-là. Cette année, moi j'ai un vrai coup de cœur cette année pour le projet qui a été présenté, qui est un doudou boudeur. En fait, c'est un doudou qui est dans une petite maison, c'est raccordé sur la tique du compteur. Et le doudou, en fait, il s'anime, il boude, donc il va se tourner, il va grogner si la consommation du foyer, elle est supérieure à ce qui était identifié. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre en place avec Rennes Métropole et avec le réseau de la femme des ateliers derrière pour diffuser. Donc, c'est un open source et faire en sorte que tout foyer puisse créer son bébé boudeur. Nous, on n'aurait jamais imaginé mettre du ludique, voire de l'émotionnel en fait autour de la consommation. Et moi, je trouve ça génial ce qu'il en sort. Et juste la deuxième illustration, c'est avec Ouest France, on avait un projet autour de la mobilisation des citoyens, donc lecteurs de Ouest France, pour maîtriser leur consommation. Donc, on était parti, ça y est, on avait identifié les données, les API. Et puis, on s'est dit, première étape, quand même, l'étape de design thinking. Et en fait, quand on a fait l'atelier design thinking, on s'est rendu compte que notre promesse de valeur, elle était à revoir. Et en fait, ça a évité aussi d'aller développer quelque chose, d'y mettre de l'énergie dans un service qui n'aurait sans doute pas atteint la cible. Donc là, on est en train de pivoter, mais qui montre autant d'illustrations qui montrent que oui, les méthodos d'innovation, elles ont toute leur place et elles permettent de créer de la valeur dans ces dynamiques territoriales. D'accord. Ce que je retiens en fait de ce que tu disais, Hélène, c'est aussi cette capacité à tester assez rapidement et pas du coup de s'embourber dans de grandes et longues études peut-être, mais de pouvoir avoir quelque chose de très tangible et concret en fait auprès des citoyens, ce qui répond peut-être aussi à la question, en tout cas un des freins qu'on avait identifié en amont sur la difficulté peut-être des citoyens en fait à exprimer en fait ce qu'ils veulent de but en blanc, mais en fait peut-être qu'ils ont une plus grande facilité à réagir face à un prototype ou en tout cas une expérience qui est déjà bien concrète, qui leur permettrait du coup d'avoir un avis et vous d'adapter les produits. Est-ce que du coup vous avez vu un raccourcissement conséquent, on va dire, du temps de développement et de déploiement des projets grâce au recours à ces méthodologies-là? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques échelles de temps pour que du coup on puisse avoir une idée vraiment concrète de comment est-ce que l'innovation peut aider le développement de nouveaux projets locaux? Alors, raccourcissement, alors oui, il y a du raccourcissement, il y a de l'agilité, et puis de toute façon, on travaille avec sur les principes de l'agile par itération, par prototypage. Typiquement, sur le projet Saint-Nicolas des Glénans, on avait cet objectif d'informer, ça nous a permis de prototyper en fait très, très rapidement les choses. Après, on est dans une démarche aussi qui avance et qui progressivement porte ses fruits. Je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir avoir des résultats, de dire on gagne tant pour cent de temps comme ça. Mais en fait, moi, ce que j'observe, c'est qu'on arrive très rapidement à prototyper des choses et à aller les tester avec, comme on disait, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et aussi, en fait, c'est un profond changement culturel dans le renoncement, le no-go, auquel je sais que côté Enedis, c'est comme beaucoup d'industriels, c'est pas forcément évident. Je pense que dans la culture des collectivités, c'est pas forcément évident, mais justement, les méthodes d'innovation nous permettent de pouvoir assez rapidement tester, test and learn, et puis à un moment donné, s'il y a un no-go à donner, on donne le no-go. Donc, je ne vais pas avoir d'éléments chiffrés précis, mais on est bien sur une accélération. Et voilà, c'est quelques exemples qui montrent, alors il y en a d'autres, qui montrent qu'on est vraiment sur ce principe de prototypage. Et puis, ça répond tant mieux. Je vois sur le doudou boudeur où il y a un autre objet. On va tester, on va faire des ateliers, on va voir l'appétence. S'il y a une appétence, tant mieux. S'il n'y a pas d'appétence, on reverra notre copie. Mais ça permet effectivement de pouvoir le tester très rapidement et de le faire avec les différents acteurs du territoire pour aller rapidement justement sur ces différents tests. Merci Hélène. Marius, Mani, peut-être des commentaires ou des compléments sur les durées de temps. Et puis il y a une question aussi de Florian du coup sur le chat sur les enjeux de financement du coup de ces expérimentations-là. Comme en effet, c'est des nouvelles manières en fait de tester et de valider la pertinence du coup d'un concept, d'un nouveau service qui est à même du coup de financer ces premières expérimentations. Donc peut-être des réactions sur à la fois la temporalité et les modes de financement. Sur les financements, c'est vrai qu'on a un petit problème parce qu'une action, si elle est vraiment innovante, généralement, les financeurs publics, ils ne l'ont pas prévu.
dans leur financement. Puisqu'aujourd'hui, les financements, c'est très cadré, parfois on évoque des cases ou des tuyaux quand on veut faire un peu une image sur le mode de financement public, donc c'est un petit peu compliqué. Nous, c'est vrai on a la chance sur notre territoire d'avoir vraiment, on a différents financeurs, on a un financement européen, financement de l'État, financement de la région, financement du département, et on a réussi vraiment à négocier avec le département que son enveloppe, ce soit qu'une enveloppe justement sur de l'innovation. L'idée, c'est qu'on sait très bien que les gros financeurs, un petit peu au niveau européen, ont réussi à avoir quelques financements sur l'innovation, mais globalement, les gros financeurs, ils ont du mal d'avoir un fonds un petit peu souple, flexible, qui va nous permettre de financer des actions un petit peu diverses qui pourraient être innovantes. Le département, comme on a vraiment ce lien de proximité, puis qu'il y a une réelle volonté du département de la Nièvre de territorialiser un petit peu ses politiques publiques et de les adapter au territoire, on a réussi à avoir un accord et à travailler avec eux pour que l'enveloppe qui nous est dédiée, ce soit vraiment une enveloppe pour de l'innovation. Et typiquement, on parlait de villageois, le fait que Marius va intervenir sur le Pays Val-de-Marne-Nivernais, c'est notamment grâce à cette enveloppe-là que l'on va pouvoir financer l'action. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un choix politique qui a été fait par le département et par les élus du département et par les élus du pays, en lien avec la société civile. Mais effectivement, au niveau des financements, c'est les élus qui décident. Ça a vraiment été un choix politique de faire ça. Ouais. Moi, je vais peut-être avoir un complément de l'autre côté du miroir, du coup, et pas avec une variété de territoires. Alors nous, il est clair que en fait, ça prend plus de temps de financer et de faire signer une tournée que de la faire, dans la plupart des cas. Euh, mais quand même, je pense. Alors, moi, je mets ça en parallèle avec la première discussion qu'on a eue sur la multiplication des partenaires. Je pense qu'un challenge qui va être à relever, c'est que la multiplication des partenaires, c'est la multiplication de gens dont il faut la signature pour avoir le droit de le faire. Et ça va être un vrai challenge à la fois de gagner en rapidité et en même temps de multiplier le nombre de gens autour de la table. Et je pense, comme il a été mentionné par les autres intervenants, euh, l'existence d'enveloppes prédéfinies est sûrement une bonne réponse. Ça demande une grosse force de conviction pour beaucoup de pouvoirs publics, mais les projets innovants ne sont pas prédictibles par nature. Et même, j'ai envie de dire, leur conduite et leur succès n'est pas prédictible par nature non plus. Donc, il ne peut rien se passer pendant 4 mois et ça peut trouver un succès fou le 5e mois si on a la bonne version de ce qu'on fait. Du coup, dans ce sens-là, moi, du côté du porteur de projet, c'est clairement cette partie-là qui, pour l'instant, est compliquée. Et par exemple, quand on parle avec n'importe quelle institution publique, que ce soit un pays ou même une communauté de communes, il y a un premier étage de validation administrative où là, on vérifie que le projet tient debout, qu'il est solide. Il y a un deuxième étage de validation par les élus. Et ensuite, un troisième étage de validation par les citoyens. Mais ça, c'est plutôt une fois qu'on a réussi à le faire, voilà, qu'en pensent les citoyens au final. Et tous ces étages-là, ne demande pas forcément des milliers d'heures à consulter, mais par contre, en termes de calendrier, c'est toujours un peu long parce que les comités, c'est tous les X mois. Et donc, c'est vrai que quand on est porteur, enfin, nous, là, par exemple, les tournées pour printemps-été 2021, à part le cas de la Nièvre où ça allait très vite, on s'y prend 7 ou 8 mois avant. Sinon, c'est trop short par rapport à toutes ces procédures-là. Ok, donc peut-être un temps en fait de décision de financement qui potentiellement peut être plus long quand ça n'a pas été prévu en amont, on va dire, par les territoires, mais une fois que c'est financé, peut-être un temps du coup d'exécution qui est beaucoup plus rapide. Par contre, une petite nuance, c'est quand même une fois qu'on a réussi à contractualiser tout ça, la mobilisation des acteurs sur le terrain, que ça va être nous dans les tournées, les intervenants, mais ça peut être plein d'autres gens, c'est-à-dire les publics chez qui on va tester, les gens qui vont nous aider à le faire. Ça peut se faire assez rapidement et ils sont assez agiles et c'est vraiment une force à avoir sur un territoire que d'avoir des acteurs de terrain qui sont souvent très engagés de base, qui vont nous aider à mettre en place. Et là, c'est plutôt un facteur d'accélération plutôt que de ralentissement. Ok. Tu parles du coup de mobilisation des acteurs sur le terrain. Est-ce que c'est vraiment des actions du coup de proximité? Est-ce que du coup tu as fait appel à des plateformes digitales pour atteindre du coup plus de monde? On parlait tout à l'heure d'un certain biais de représentativité, notamment dans les gens qu'on pouvait impliquer dans la démarche. Est-ce que le digital permet de résoudre quelque part ce problème de biais de représentativité ou au contraire, est-ce que ça l'aggrave parce qu'il y aurait potentiellement une fracture digitale qui pourrait avoir lieu en fait, traverser certaines populations. Donc, comment est-ce que vous voyez en fait cette imbrication entre le numérique comme effet de levier pour avoir plus de monde et comme VS, on va dire, un frein potentiel qui pourrait être peut-être source même d'anxiété, d'angoisse pour certains qui n'auraient pas confiance dans ces moyens-là. Je vais répondre peut-être en premier parce que ça va être très concret et sûrement avec les réponses des autres, on élargira le propos.
Nous, en fait, une fois qu'on s'est dit, OK, on fait une tournée sur un territoire, les deux genres de personnes qu'on cherche à atteindre, c'est les habitants pour qu'ils viennent sur les événements et les intervenants pour qu'ils viennent poser leur stand sur la tournée. Pour être assez honnête avec toi, dans les territoires comme la Côte d'Or, la Haute-Côte d'Or, on a tout fait par téléphone et en fait, il y a très peu de structures qui sont trouvables par Internet. Et en fait, les meilleurs moyens de trouver les gens, c'est de passer des coups de téléphone de gens qui sont un peu tête de réseau et qui connaissent, entre guillemets, qui bouge dans la région. Et on passe d'appel en appel. Alors, je pense que dans un contexte un peu plus urbain, c'est différent. Cependant, dans un contexte rural où les zones de couverture sont inégales et où surtout la capacité, que ce soit d'un commerçant ou d'un service public, à développer une interface digitale, à obtenir les financements à avoir les compétences autour de lui ou d'elle pour le faire, elles sont inégales. Donc, ça encourage, je pense, les biais dans certains cas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y fermer la porte. Je pense qu'il faut le développer parce qu'il y a une forme d'avenir, mais il ne faut pas oublier les autres formes de contact. Et ça s'incarne aussi très bien par ce qu'on fait avec les habitants, parce que par exemple en Côte d'Or, Facebook est beaucoup utilisé, donc en fait Facebook nous a servi à prévenir beaucoup de gens qu'on passait dans les villages, mais on a quand même distribué des flyers avec les équipes municipales, on a quand même collé des affiches dans les villages, on est quand même passé au journal local. Je pense que c'est un tout, mais qu'il faut voir en effet le vecteur numérique comme plus quelque chose d'avenir, mais il ne faut surtout pas laisser de côté le reste pour autant. Mm. Hélène, est-ce que tu as des réactions par rapport à ça? Parce que Rennes, c'est vraiment une toute autre typologie du coup de territoire. Est-ce que tu as dû faire face à ce même genre de réticence? Là, je parle vraiment du numérique comme levier de mobilisation. On verra un peu plus tard sur le numérique en tant qu'outil au service du développement de solutions. Mais vraiment sur le côté mobilisation, est-ce que tu as rencontré ces mêmes freins? Moi, je suis convaincue que le numérique peut être un accélérateur. Par contre, le numérique doit rester une finalité. Non, un moyen et pas une finalité, justement. Et qu'effectivement, il y a cette crainte sur tous les territoires, y compris sur les territoires urbains. Je pense que ce serait illusoire, voire dangereux, de miser beaucoup sur le numérique qui doit venir en plus, mais pas en remplacement, parce que sur les territoires urbains, alors peut-être un peu moins que sur les territoires ruraux, il y a quand même un vrai enjeu d'inclusion numérique. Donc moi, je suis convaincue que c'est un accélérateur, mais par contre, ça doit rester un moyen et non pas une finalité. Et je pense qu'effectivement, ça peut permettre de donner une caisse de résonance à certaines choses. Je pense par exemple au budget participatif de la ville de Rennes. Je pense qu'engager ce genre de démarche, lorsqu'il n'y a pas le numérique, d'aller toucher un masse de citoyens pour qu'ils déposent des projets, pour qu'ils votent, pour les mettre en visibilité, je pense que sans plateforme associée, c'est plus difficile d'aller mobiliser, d'aller faire connaître la démarche, faire en sorte qu'elle vive et que les citoyens se l'approprient. Mais à côté de ça, pour autant, il y a des démarches engagées par la ville pour présenter ces projets-là avec des bus qui s'installent dans les quartiers et autres. Mais on doit bien être dans une duplication des démarches et pas tout miser sur le numérique, même si je suis profondément convaincue de l'utilité du numérique. Mani, une réaction par rapport à ça? Alors, ce que je dirais d'abord, je vais peut-être dire une évidence, mais le numérique, ça peut être aussi l'avenir des territoires ruraux, notamment quand on est finalement en proximité de pôles beaucoup plus importants. Il se trouve que la Nièvre, par exemple, nous, on est à 2 heures de Paris. Et donc, on a un vrai enjeu autour du numérique. Et on est en train de constater que les choses évoluent parce que bon, ça faisait des années que certains Parisiens commençaient à venir, alors parfois d'abord en résidence secondaire, puis après en résidence principale, en allant 2 ou 3 jours par semaine. Et le phénomène est en train de s'accélérer avec la crise du Covid. Clairement, aujourd'hui, on a des personnes qui ont envie de changer de vie, qui voient bien qu'il y a une qualité de vie et qu'il y a aussi du travail et qu'il y a aussi des services sur des territoires un peu plus ruraux où on peut avoir une qualité de vie un petit peu meilleure. Et donc là-dessus, si on n'a pas une offre de base minimale numérique, déjà, ça ne le fera pas. Donc déjà, tout l'enjeu pour les territoires ruraux, c'est vraiment déjà d'offrir, entre guillemets, ce service numérique minimum. Et ça peut paraître une évidence quand on habite en métropole ou à Paris, enfin dans les pôles métropolitains ou à Paris, mais dans les territoires ruraux, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est moins évident. Donc il y a déjà cet enjeu-là. Après, au niveau du numérique pour accompagner les politiques publiques, je rejoins un petit peu ce que disait Marius. Dans les territoires ruraux, c'est plus compliqué. Un exemple qui va illustrer un peu les choses, Hélène parlait justement du budget participatif. Il se trouve que le conseil départemental de la Nièvre a mis en place aussi un budget participatif. Il y a évidemment un volet numérique, mais comme on est dans des territoires ruraux,
comme on est avec une population aussi qui ne maîtrise pas forcément bien les outils numériques ou qui a moins bien accès que d'autres aux outils numériques, il a fallu quand même aussi avoir ces réunions physiques, avoir ces coups de fil auprès de la population pour que vraiment on ait des projets qui remontent. L'opération a plutôt été un succès, mais je pense que si on avait uniquement travaillé avec l'outil numérique, ça n'aurait pas suffi. Aujourd'hui, on va dire que l'outil numérique, on ne peut pas le développer encore totalement dans les territoires ruraux. De toute façon, ça doit être un moyen et pas une fin. Mais aujourd'hui, on a quand même affaire à des populations qui ne maîtrisent pas, enfin, soit ne maîtrisent pas bien le numérique, soit n'ont pas forcément non plus envie de l'utiliser pour ça. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut le négliger, et parce que notamment dans nos territoires, on est en train justement de réfléchir dessus, on a nous un gros problème, oui, un gros enjeu avec justement les tranches d'âge, les vingtenaires, les trentenaires, qui eux utilisent beaucoup plus le numérique effectivement que les anciens, et pas que Facebook, parce qu'effectivement Facebook c'est un appui, mais on va dire que ça commence à vieillir Facebook, et donc tout l'enjeu, c'est vraiment nous d'utiliser ces canaux. On touchera certes moins de monde, mais on touchera aussi une population jeune, et l'un des enjeux sur ces territoires, c'est de maintenir les populations jeunes, parce que on a très peu finalement d'offres de formation supérieure. On sait très bien que les jeunes, une fois qu'ils sont allés dans les universités, dans les grandes écoles, dans les métropoles, ils ont tendance à ne pas revenir tout de suite sur les territoires ruraux. Et là, il y a un vrai enjeu à pouvoir les toucher et si possible les maintenir sur les territoires. Et ça, c'est justement un des volets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Et je pense qu'on finira par avoir quelques propositions en ce sens. Ce que j'entends en tout cas, c'est à travers vos 3 témoignages, c'est qu'il y a quand même un fort enjeu de pédagogie envers les citoyens sur pourquoi est-ce qu'on sollicite le numérique, si jamais eux doivent interagir ou même donner des données via ces plateformes-là, à quoi elles vont servir, quels sont les enjeux de confidentialité, de sécurité, les accompagner peut-être sur la maîtrise des outils. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, alors pas que sur des enjeux de concertation citoyenne, mais simplement d'imbrication du numérique et de fabrique de la ville, de tous les concepts de Smart City notamment. Et donc, on avait sur le panel là, de participants quelques questions justement sur notamment des initiatives à l'étranger qui auraient pu mal se passer. Donc, Fares nous cite par exemple la Smart City ultime du projet Sidewalk Labs à Toronto, où finalement l'effet tout numérique peut être très, très, très anxiogène pour les citoyens et qu'il y a une certaine réticence finalement à plonger complètement dedans. Donc, fort enjeu de pédagogie, que ce soit pour des vertus de communication, mais aussi dans les services qui sont développés et dans quelle mesure est-ce que du coup le numérique vient s'infiltrer en fait dans la conception des services. Peut-être Hélène, une réaction par rapport à ça, parce que je pense que tu es la plus impliquée, en tout cas dans le développement de services liés à la data directement. Oui. Tout à fait, et notamment dans le cadre du projet Rudy de Rennes Métropole, on cherche à avoir l'avis du citoyen, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il est prêt à accepter ou pas. Et dans les premiers retours en fait qui en ressortent, c'est déjà il est conscient qu'il y a plein de données sur lui qui sont dans les mains notamment des territoires, mais il fait profondément confiance aux territoires sur la façon dont ces données vont être utilisées, qu'elles ne vont pas être vendues. Ils ont effectivement beaucoup d'appréhension sur ce que le numérique peut rapporter et une vraie vigilance sur la façon dont transmettent leurs données. Et alors après, entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, parfois, il y a une différence, notamment dans leur rapport au numérique. Mais il y a vraiment cette question de confiance envers les acteurs publics. Et il y a autre chose, c'est que en fait, ce qu'ils cherchent, c'est davantage des services autour de l'intérêt collectif que de l'intérêt individuel, ce qui pour moi fait vraiment la grande différence entre l'action des géants du numérique qui vont vraiment adresser un intérêt individuel et puis tout le traitement des données territoriales par les différents acteurs dans un but d'intérêt général et d'intérêt collectif. Et en fait, l'expression, en tout cas sur Rennes Métropole, était autour de on cherche cet intérêt collectif et on ne cherche pas cet intérêt individuel. Ce qui remonte aussi beaucoup, c'est une garantie qu'ils souhaitent autour de la sécurité, autour de l'anonymisation. Donc, c'est sur tous ces sujets-là qu'on travaille, et notamment on pilote avec l'INRIA côté Enedis un travail sur l'anonymisation des données et comment, à un moment donné, s'assurer que dans ces smart cities,
où chacun des systèmes va être ouvert. Les données elles vont peut-être être anonymisées chez chacun des acteurs, mais en fait, le fait de les croiser à un moment donné, ça peut lever des anonymats. Donc, c'est des sujets en fait qu'on travaille parce que cette notion de confiance, elle est indispensable. Et si le citoyen il n'a pas confiance, eh ben, il sera forcément plus réfractaire dans la transmission et l'utilisation de ces données. Juste pour rebondir très concrètement aussi sur le cas de Sidewalk Labs, il y a un exemple, et c'est par rapport à ce que tu disais, Hélène, sur le facteur confiance. Une des choses qui a été très mal reçue par les citoyens dans ce projet-là, c'est qu'à la base, la consultation était sur une unité de terrain de 13, alors je ne sais plus quelle unité c'était 13, c'était pas 13 hectares, mais c'était 13 quelque chose. Et en fait, quand Sidewalk Labs ont rendu leur première réponse à l'appel, ils parlaient de 200. Donc, ils sont un peu passés pour des mégalomanes. Et je pense que le territoire a tout intérêt à être acteur de confiance par rapport à des entités qui ont parfois une publicité peut-être neutre, voire pas très bonne, et qui surtout ont tendance à avoir très gros tout de suite, ce qui a tendance à faire peur aux élus locaux, aux responsables locaux, etc. Mani, du coup, Sur le numérique, nous, c'est vrai qu'on part d'un petit peu plus loin, mais je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Nous, il se trouve que sur le territoire, on a un élu qui est très sensible à cette question-là et qui vraiment essaie de faire avancer le territoire sur ce sujet-là. C'est le maire de Nevers qui a mis en place, d'ailleurs, il y a quelques années, le Sommet international de l'innovation en ville médiane, qui est une manifestation de portée internationale et qui vise vraiment à mettre en avant la dynamique et le potentiel des villes moyennes en matière de développement numérique. Et en parallèle de tout ça, ça s'inscrit vraiment dans un ensemble de projets qu'il a fait, comme créer un incubateur numérique sur le territoire, créer une école du numérique, essayer justement de mettre certains outils, de mettre les outils numériques au service des politiques publiques. Alors, sur une action on va dire très basique, comme le fait au lieu d'avoir forcément des agents qui surveillent le stationnement, par exemple en zone bleue, d'avoir plutôt un système intelligent qui regarde combien de temps une voiture est stationnée sur le stationnement bleu, c'est-à-dire pas plus de 2 heures. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes à certains endroits, mais chez nous, on va dire que dans la Nièvre, c'est un petit peu nouveau. Et il a parfois été critiqué pour mettre en place ce genre de choses. Et il y va vraiment à petits pas parce qu'il s'agit de ne pas effrayer les gens, forcément se dire qu'on est entre guillemets, on est surveillé et qu'au bout de 2 heures, si on a dépassé 2 heures, on est verbalisé. Ça peut aussi poser des questions en matière de vie privée, en matière de surveillance. Il faut y aller vraiment à petits pas, donner des garanties sur la confidentialité des données. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut progresser. Canon, merci beaucoup. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de notre discussion. Est-ce qu'à vous trois, vous avez un dernier mot, un petit conseil du coup à partager peut-être à l'audience, donc qui est intéressée en tout cas par ce lien entre innovation et territoire, et un petit quelque chose à retenir sur toutes les personnes qui souhaiteraient lancer des projets innovants pour accompagner la bascule des territoires? Hélène, peut-être? Moi, je pense que les territoires, la clé de réussite, c'est vraiment d'imbriquer les différentes transition énergétique, transition numérique, transition démocratique. On en a beaucoup parlé. Hein. Nous, on a tendance à dire qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition numérique. Voilà, on entend aussi pas de transition écologique sans transition démocratique. Et c'est surtout, en fait, que voilà, c'est le faire ensemble, c'est le co-construire, c'est passer du jeu au nous et être vraiment dans une co-construction avec les différents acteurs, les citoyens, mais aussi les différents acteurs qui constituent le territoire. Merci beaucoup pour ce sage conseil. Marius, quelque chose à rajouter? Peut-être en complément, il ne faut quand même pas oublier que dans les territoires, il y a beaucoup de forces vives. En fait, notre expérience terrain, les gens qui font sont des gens qui sont hyper engagés de partout. Donc, en fait, une fois qu'on les trouve, on rentre très facilement dans le territoire. Et donc, pour compléter ce que disait Hélène, avec les éléments avec lesquels je suis complètement en accord, je pense que, particulièrement dans les territoires ruraux, mais même de manière générale, et on l'a dit, il faut avoir une capacité à être concret très rapide, même si on ne fait pas la chose parfaite dès le début, mais être capable d'être agile et de se baser sur ses forces vives pour vite trouver la juste chose à faire et le faire rapidement pour que un peu ça apparaisse aux yeux de tout le monde. Merci beaucoup. Et Mani, un dernier mot. Pour compléter les deux précédents propos, effectivement, on parlait de transition, on parlait effectivement d'essayer d'avoir des projets qui parlent le plus. Moi, je dirais que sur les territoires, ce sont des humains, et donc il faut réussir à faire travailler tous ces humains ensemble. Et c'est vraiment un jeu entre guillemets de relations personnelles, et il faut réussir à le maîtriser. Il faut réussir, pour convaincre aussi les gens pour aller en transition, il faut accepter parfois de ne pas aller assez vite.
Parfois, on voudrait aller très vite. Il faut accepter d'avoir une politique de plus petits pas, parce que c'est la seule garantie d'avancer. Et parfois, il faut aussi accepter de se tromper. On a droit à l'erreur et on peut, on peut avoir une expérimentation qui ne donnera pas de bons résultats. On peut avoir un projet qui finalement ne va pas être partagé par tous. Dans ce cas-là, il va falloir reculer. Mais il faut vraiment faire interagir tous ces milieux-là. Ce n'est pas facile. Chacun a ses habitudes, chacun a son mode de fonctionnement, sa façon de penser. Et tous ne sont pas prêts dans un premier temps à travailler ensemble ou de cette manière-là. Mais voilà, il faut y aller progressivement et vraiment maîtriser tous ces jeux-là. Non, mais alors je retiens respect de la temporalité de chacun, beaucoup de dialogue, de co-construction et malheureusement pas de recette magique pour finir cette table ronde. Chaque territoire a ses spécificités. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment à tous les trois et merci à tous les participants qui ont suivi cette table ronde. Nous, School Lab, ça nous encourage vraiment très, très fort à poursuivre notre travail de développement au service des territoires. Donc, c'est un sujet qui nous passionne. Si vous voulez en savoir davantage sur les actions que l'on mène au sein de nos départements dédiés, qui est School Lab Territoire, ou sur les projets que nous lançons sur le terrain, notamment à travers le Venture Studio, qui est vraiment spécialisé du coup dans le développement de services numériques non anxiogènes pour les citoyens, je vous invite à nous contacter et à vous inscrire surtout au prochain webinaire qui se tiendra courant janvier et qui parlera du coup des services comme vecteur d'attractivité pour les villes moyennes. On vous tiendra au courant du coup de ce prochain webinaire dédié au territoire. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois et puis de rendre la parole à Stécie pour vous informer des quelques dates clés à venir. Merci à toutes et à tous et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup, Karine. Et merci à tous nos intervenants, Mani, Marius et Hélène. C'était une super table ronde et surtout grâce à ta modération fabuleuse, Karine. Merci beaucoup. Donc, demain, la semaine de l'impact continue. On a un 3e événement de la semaine qui va avoir lieu demain à 14h et c'est le 2e vie de produits. On aura avec nous Eddie Bonal, Service Digital Director de groupe Adio, Caroline Bordet-Lelon, directrice adjointe à la RSE de CD Discount, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, et Anne-Laure Baudelet, co-chargée de School Lab, qui sera notre modératrice. Je viens de vous partager le lien dans le chat pour vous inscrire. Merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi et on a hâte de vous revoir demain à 14h. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.